Après cette rencontre, les députés et les sénateurs ont donné leur motivation sur ce choix qu'ils viennent d'exprimer. Le sage l'a dit lui-même, la politique c'est la saine appréciation des réalités du moment, bonnes ou mauvaises. Et nous pensons que dans le contexte actuel, l'homme idoine, la personne idoine, c'est la personne du président Alassane Ouattara. Parce que d'abord il a un programme, il a une vision, et nous pensons que c'est le catalyseur, c'est le fédérateur d'énergie, et nous pensons qu'il n'y a pas à discuter. Nous sommes à 3 mois des élections présidentielles. Il sera beaucoup très illusoire de dire nous allons faire des consultations, nous allons chercher. Le temps joue contre nous. Et donc aujourd'hui, la seule personne qui pourra réussir cela, c'est bien évidemment le président Alassane Ouattara. Il n'est pas prêt parce qu'il veut blanc se retirer. Mais lui, nous demandons pardon. Qu'il accepte cette main qui est la main de Dieu, qui est la main du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qu'il a choisi, qui lui a remis le pouvoir qu'il lui a donné. Il faut observer, la réalité et l'objectivité de la situation. Les circonstances actuelles nous imposent à une décision urgente. Et nous, en tant que députés du groupe parlementaire RHDP, nous ne voyons pas meilleur candidat aux élections présidentielles 2020 qu'en la personne du président de la République Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est un grand pays et un pays important. Et c'est vrai que nous avons des compétences. C'est vrai que le RHDP a plusieurs compétences. Mais tout le monde ne peut pas devenir président de la République. Donc nous lui avons demandé humblement de bien vouloir accepter de revenir sur sa position, mais surtout de venir continuer l'œuvre qu'il a commencée, de sorte que nous puissions, dans l'avenir, préparer un autre candidat. Je pense que le choix qui a été porté sur Mme Rose Christiane est un choix de raison et c'est un très bon choix. Maintenant, il faut que toute l'équipe soit au travail parce que ce n'est pas qu'une affaire du gouvernement, c'est l'affaire de l'ensemble du pays. C'est beaucoup d'émotions. Donc, c'est le premier conseil des ministres. Le président donnera des très hautes instructions et nous allons suivre ses orientations. Nous allons nous mettre au travail et essayer avec le ministre de l'économie, le ministre du budget, de régler le problème, n'est-ce pas, de la hausse des prix dans le transport. Et il s'agit aujourd'hui de répondre à cette confiance en travaillant, mais nous sommes convaincus qu'une femme peut très bien et de manière efficace exercer cette fonction. Nous devons relancer toutes les activités qui sont génératrices de revenus. Nous devons relancer toutes les activités qui permettent une meilleure résilience de notre économie. Désormais la traditionnelle conférence de presse du COPIL au cours de laquelle étaient annoncés les chiffres des cas de contamination au coronavirus. La situation épidémiologique du Gabon sera désormais communiquée par simple communiqué de presse après la nomination de son porte-parole, le Dr Guy Patrick Obiandong, aux fonctions de ministre de la Santé. Ce lundi, le pays a enregistré 118 nouveaux cas répartis dans 5 provinces, à savoir l'Estuaire avec 71 cas, le Haut-Ogooué 25 nouveaux cas, 18 dans le Gué-Lolo, 3 dans le Gué-Maritime et 1 nouveau cas dans le Wolontem. L'absence de nouveaux cas dans les 4 autres provinces confirme la tendance baissière annoncée récemment par les responsables du comité du plan de veille et de riposte. Selon le COPIL, le Gabon a atteint le pic des contaminations au courant du mois de mai dernier. On y compte à ce jour 59 671 prélèvements pour 6 433 cas positifs, 4 034 guérisons, 46 décès, 39 hospitalisations dont 12 personnes encore en réanimation. Les autorités sanitaires continuent d'exiger le respect des mesures barrières comme la distanciation physique et le port obligatoire du masque pour éradiquer la maladie.
Madagascar a besoin de 337 respirateurs, de plus de 500 000 surblouses et plus de 2 millions de masques chirurgicaux. Ce n'est qu'un petit extrait de la longue liste que le ministre de la Santé malgache a envoyée aux bailleurs de fonds internationaux. Alors ce manque de matériel médical a été confirmé par plusieurs médecins et notamment un à qui j'ai pu parler qui est en première ligne dans un hôpital d'Antananarive et qui raconte que dans son service, ils n'ont pas de combinaison, ils n'ont pas de surblouse, ils sont obligés d'utiliser des tabliers en tissu très fin qui ont été cousus à la main de manière artisanale ou encore des protections en plastique vraiment rudimentaires qu'ils doivent laver et réutiliser depuis plus de 2 mois. Il raconte également que dans son service, il n'y a qu'un seul thermoflash et que les internes doivent se cotiser pour changer les piles. Alors malgré les 598 millions de dollars alloués à Madagascar par la communauté internationale, eh bien ce médecin n'a pas constaté d'achat significatif dans son hôpital. La porte-parole du gouvernement n'a pas apprécié l'appel à l'aide du ministre de la Santé, qu'elle juge infondé. Et d'ailleurs, les autorités refusent que des médecins français viennent aider Madagascar. Alors c'est difficile de savoir sur quel pied danser puisqu'il y a différents sons de cloche et notamment venant d'un document du ministère de la Défense qui suggère qu'il est indispensable d'envoyer des renforts de l'extérieur pour éviter une catastrophe humanitaire sans précédent qui pourrait déstabiliser tout le pays. La suite du journal, nous ouvrons le dossier du 20h30 pour explorer le ciel toujours nuageux et instable pour la compagnie aérienne nationale, la Camerco. Après une dizaine d'années marquées par de fortes tensions de trésorerie, des dysfonctionnements structurels et un endettement abyssal, le chef de l'État vient de décider de l'ouverture de la Camerco aux capitaux privés. Un nouveau paradigme managérial qui s'annonce donc et c'est à explorer après l'échec de plusieurs plans de relance. L'étoile du Cameroun décollera-t-elle enfin cette fois? Les présages à la tour de contrôle. Franck Evina. Son slogan fait pourtant rêver. Mais dans la galaxie des compagnies aériennes, l'étoile du Cameroun n'a cessé de pâlir. Passé la propagande autour du vol inaugural le 28 mars 2011, Camerco va très vite entrer dans une interminable zone de turbulence. En prenant les plombs dans l'aile, la compagnie aérienne nationale verra d'abord se succéder à la tête de son directoire des ressortissants néerlandais, puis des nationaux. 6 directeurs généraux en 10 ans, un record d'instabilité managériale, signe d'une gestion difficile. En dépit des perfusions financières reçues sous forme de subventions et de plans de sauvetage, Camerco va continuer à piquer du nez. La chute libre frise le déshonneur national à des moments, avec notamment des blocus à Paris et à Addis Abeba, pour non-paiement des factures de maintenance entre autres. En 2016, le ratio flotte employée révèle un déséquilibre budgétivore, avec seulement 3 aéronefs en service à l'époque, l'entreprise employait 700 personnes. À cette même période, alors que Camerco n'assure à peine que quelques vols domestiques, l'État décide d'agir et fait appel à Boeing Consulting pour optimiser la flotte et extendre le réseau des dessertes de la compagnie aérienne nationale. Avec la crise du coronavirus, le ciel s'est davantage assombri pour l'étoile du Cameroun. Une dette abyssale, des pertes colossales, la saignée financière a entraîné la mise en congé technique de 65% des effectifs de la structure. À ce jour, tous les 5 aéronefs de Camerco sont cloués au sol. À présent, faisons donc le point de la riposte nationale contre le Covid-19. Monsieur le ministre de la Santé publique, bonsoir et bienvenue sur ce plateau du journal. Bonsoir, madame. Simplement, en quelques points, ce soir, 3 questions essentielles. D'abord, simplement le temps de savoir les chiffres, le fil conducteur du jour. Où en est-on avec les chiffres du Covid-19 aujourd'hui? La tendance est à la hausse, à la baisse? Non, globalement, disons que nous avons stabilisé la courbe. Et pour ceux qui sont d'ailleurs davantage plus optimistes, nous pouvons dire que nous amorçons quelque peu la descente parce que lorsque nous faisons les simulations, nous avons un nombre moins important de contaminations et également de décès.
Aujourd'hui, la fréquentation de nos hôpitaux, si on voit en termes d'occupation des lits, nous sommes simplement à 11,85% d'occupation des lits. C'est dire que la pression qu'il y avait sur nos hôpitaux ne l'est plus depuis quelques jours. Mais cela ne voudrait pas dire que le Covid est terminé. Cela voudrait dire que c'est le moment ou jamais de faire le maximum d'efforts pour pouvoir conforter cette courbe qui est en train de descendre. Et c'est pour ça que nous disons que nous insistons sur les mesures barrières, nous insistons le port sur du masque, absolument, voilà. Et toutes les autres mesures. D'abord, Monsieur le ministre de la Santé publique, après ce premier point, le nerf de la guerre semble faire débat. Pourquoi y a-t-il autant d'expressions sur les fonds dédiés à cette lutte que vous menez, que mène le gouvernement contre le Covid-19 ? Je dois avouer que moi-même je suis surpris quelque peu pour l'intérêt, mais je pense aussi que c'est ça l'état de droit, c'est ça la transparence que le président de la République a exigé dès le départ de cette pandémie. Et donc nous avons poursuivi avec cette transparence. Nous avons, toutes les fois que nous avons reçu des dons, nous les publions, nous essayons d'organiser des cérémonies pour que les Camerounais suivent en fait les traces. Et ce que nous faisons également, c'est que nous écrivons à ceux qui nous ont fait des dons pour leur dire exactement ce qu'on a fait de leurs dons. Donc ça, c'est traçable. Maintenant, les débats qui se font sur les réseaux sociaux, j'allais dire que c'est normal parce que nous sommes dans un contexte où tout le monde voudrait dire quelque chose, mais... contexte très nocif, il faut quand même le regretter. Thank you.